Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Sénégal. Au Sénégal, où l'opposant Ousmane Sonko vient d'être rétabli dans ses droits civils et politiques. L'homme, au moment où nous faisons cette émission, est en mesure de se porter candidat à la présidentielle prévue en février 2024 au Sénégal. Nous étions en train de parler de la politisation supposée de l'administration et de l'institution judiciaire au Sénégal, monsieur Aïdara. Vous êtes convaincu de ce que les juges sont sous la botte du président Macky Sall, sauf que si on s'en tient à la décision qui a été rendue ce 12 octobre, Ziguinchor, c'est au Sénégal. Le juge qui a rendu sa décision ce 12 octobre, c'est un juge sénégalais qui émage au budget national sénégalais. Au moins, lui, il n'aura pas été sous la botte du président Macky Sall. On peut reconnaître quand même que dans votre pays, il y a des juges qui, de façon souveraine et libre, prennent leurs décisions. Dans notre propos, si vous suivez toutes les déclarations de notre candidat et président de parti Ousmane Sonko, oui, nous avons toujours dit que les juges qui étaient instrumentalisés par le pouvoir de Macky Sall étaient une minorité. D'accord. Pour preuve, en 2017, M. Macky Sall, pour préserver certains juges qui allaient dans le sens de tout ce qu'il souhaitait entre 2016 et 2023, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prolongé leur âge de départ à la retraite. C'est factuel. Ah oui? Ah oui, oui. L'actuel président de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel et d'autres juges, magistrats, ont vu, bizarrement, c'est-à-dire aujourd'hui au Sénégal, vous avez deux régimes pour les magistrats. Selon leur positionnement politique. Certains, je n'irai pas jusque-là, mais certains magistrats vont à la retraite à 68 ans, d'autres vont à la retraite à 65 ans. Bizarrement, tous ceux qui vont à la retraite à 68 ans étaient ceux qui avaient accepté d'accomplir les basses besognes du régime de Macky Sall contre les candidats Khalifa Sall et Karim Wade et se sont retrouvés au Conseil constitutionnel. C'est factuel, c'est simple à vérifier. Non. J'aimerais bien dire aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, au moment où je parle, il y a plus de 1000 Sénégalais en prison pour des faits, des délits d'opinion, transformés en atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la rébellion ou à l'insurrection, en relation avec une entreprise terroriste. Donc aujourd'hui, 1000 prisonniers politiques dans vos prisons. 1000 prisonniers au Sénégal sont en prison pour des faits de délits d'opinion. D'ailleurs, des femmes parmi ces prisonniers ont décidé d'entamer une grève de la faim depuis 8 jours. Et le président Ousmane Sonko a débuté hier, 17 octobre, de nouveau une grève de la faim en soutien aux femmes du parti qui sont en prison. Donc depuis hier... Qu'est-ce qu'il leur est reproché au fond? Souvent les mêmes choses, c'est-à-dire des manifestations, des déclarations sur Facebook, des déclarations sur TikTok. On peut être arrêté pour ça? Mais c'est simple à vérifier. Allez sur Google et vérifier les chefs d'accusation. Ce sont des déclarations publiques. Aujourd'hui, au Sénégal, on peut couper en prison pour avoir déclaré certaines choses. Monsieur Macky Sall, lorsqu'il était dans l'opposition, a fait des déclarations extrêmement graves, a même appelé à aller déloger l'ancien président, son prédécesseur, du palais. Pourtant, il n'a jamais été détenu pour ses propos. Aujourd'hui, au Sénégal, pour de simples propos vous avez des cas concrets, des cas spécifiques? C'est très simple, c'est Falafleur que je peux citer. Il connaît puisqu'il est sur les réseaux sociaux. C'est Nit Doff, un rappeur qui, après avoir fait ses déclarations, s'est même excusé publiquement. Il a été détenu pendant plus de 8 mois et il a été libéré hier ou avant-hier.
Il y a 48 heures. Quelqu'un qui fait des déclarations et qui s'excuse publiquement, donc mesure la gravité de ses déclarations. C'était quoi sa déclaration? C'est toujours dans la... Pour mesurer. C'est toujours dans la même incitation Ben oui, à la rébellion, c'est ça? C'est toujours ça, bien des insultes à l'endroit de nos institutions dont nous nous sommes dotés. Moi, je suis d'accord. La personne qui a insulté publiquement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, s'est affiché avec le président de la République du Sénégal. Vous devrez être gêné de parler d'insultes publiques. Si, vous le savez très bien, c'était dans les locaux de l'ambassade du Sénégal à Paris. Quelqu'un qui vient pour présenter pour ses excuses parce qu'il disait qu'il a été mal informé, il est venu s'excuser auprès du président de la République en tant que citoyen. Donc moi, ça ne me gêne pas. Le problème, c'est quand des gens s'affichent sur les réseaux sociaux, demandent ou bien sont pour une insurrection, ils demandent à ce que nos institutions soient mises hors d'état de nuire. C'est-à-dire? C'est le mot qu'ils emploient? C'est l'insurrection qu'ils demandent. Ils appellent au mortel combat. Leur candidat l'a dit publiquement à maintes reprises. À la résistance. Mortel combat, c'est le terme. Il dit, vous êtes là, vous êtes des jeunes, vous êtes suffisamment entraînés. Je vous demande de faire face aux forces de défense et de sécurité. Comme Macky Sall l'a fait. Macky Sall l'a fait, il a fait des déclarations, mais n'est jamais passé à l'acte. Mais eux, ils passent à l'acte. Ceux qui sont sur Internet sont passés à l'acte. Ils passent à l'acte. Qu'est-ce qu'ils font? Les manifestations de 2011. Ils préparent des cocktails Molotov qui ont été saisis. Votre actuel ministre du Tourisme a publiquement avoué à la télévision. Vous savez, avec vous, c'est hyper facile parce qu'il y a des faits, il y a des vidéos. Mame Mbaye Niang a déclaré qu'en 2011, c'est eux qui mettaient le feu. Il l'a proclamé sur 2STV en 2015 devant tout le monde. Et vous le savez. Mame Mbaye Niang, vous lui devez 200 millions, essayez pour payer ces 200 millions. Ce qu'on voit là est caractéristique d'un contexte nouveau, qui n'est pas spécifiquement... qui n'est pas spécifique aux Sénégalais. Il y a aujourd'hui un arsenal répressif en ce qui concerne les manifestations et les opinions. Comment expliquer ça? Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je dis toujours, c'est que dans la culture un peu bantoue de façon générale, ou africaine, il y a souvent, c'est sociologique, c'est-à-dire que les chefs, c'est-à-dire que les gens qui se croient ou qui se disent chefs de parti, ou même chef de la République, chef d'État, ont du mal à la critique, en fait. Il y a un problème avec la critique. C'est-à-dire qu'on estime que quand on est chef, on ne doit pas être critiqué. Mais quand je dis critiquer, parce que les gens pensent que la critique, ça doit être forcément douce, ça doit être forcément légère, mais une critique peut aller jusqu'à l'outrance. On peut même avoir de l'outrance dans la critique. Mais l'outrance, en soi, ne constitue pas un délit. C'est-à-dire que dans la liberté d'expression, on peut même tenir des propos outranciers, c'est-à-dire des propos qui peuvent choquer, qui peuvent même susciter même de l'angoisse. Voilà, mais en soi, ça ne justifie pas que ça soit une infraction, puisque c'est la liberté d'expression. Dans le cas d'un état de droit, les manifestations font partie de la liberté d'expression politique. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas, par principe, réprimer les manifestations. Ce qu'il faut faire, parce que la préfecture a ce qu'on appelle du pouvoir de police, c'est-à-dire doit prévenir les troubles à l'ordre public, doit mettre en place un appareil policier pour accompagner les manifestations et empêcher, prévenir, contenir les troubles. Voilà, c'est ça le travail de la préfecture de police. Au Sénégal. Donc, on ne peut pas, lorsqu'il y a des manifestations, d'emblée, je dirais, aller à la provocation. Oui. Même lorsqu'il y a des manifestants qui peuvent outrepasser, on les interpelle, on les met en garde à vue, on les fait passer devant le juge, si possible. Et puis, en général, ce sont des peines de sursis, en général. C'est des sursis qui sont prises, et après, les personnes rentrent chez eux, mais ils ont un sursis, mais ils ne font pas la prison. Voilà, parce que c'est des infractions de minimes, un peu, des débordements de manifestations. Donc je ne comprends pas comment on peut garder en détention pendant 8 mois une personne qui a participé à une manifestation et qui, même quand elle a débordé, faire 8 mois de prison ferme. Est-ce que, Maître, nous avons très rapidement, avant qu'on passe à un autre élément, est-ce que
l'avènement et l'ampleur prise par les réseaux sociaux ne contribuent pas aussi à créer ce contexte qui est inhabituel et qui, au fond, devient difficilement gérable? Oui, parce que c'est un élément nouveau de maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les temps modernes, le maintien de l'ordre n'est plus comme à l'époque. C'est ça. Puisque les manifestants ont une capacité de mobilisation et sont de plus en plus mobiles et peuvent communiquer aussi sur ce qu'ils font. Donc la mobilisation est plus forte. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle un effet de mimétisme. Ouais. Donc, c'est ce qui explique que souvent les autorités sont obligées de couper les réseaux sociaux parce qu'il y a un effet de mimétisme. Parce que ceux qui manifestent à Ziguinchor vont mettre en ligne leurs vidéos et ceux qui sont à Dakar vont se dire « Ah, mais là-bas, nous aussi, il faut que… » Mais bon, est-ce que ça, en soi, ce n'est pas une infraction ? C'est pas une infraction. C'est-à-dire que les citoyens ont le droit de manifester, je me répète. Bien sûr, c'est constitutionnel. À partir du moment où ça se passe dans le cadre de la loi. C'est très important. Mais en fait, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est qu'au Sénégal, depuis 8 mois, nous ne pouvons plus manifester. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus faire de marche. Quand vous dites non, vous parlez de qui? Je parle de l'opposition. L'opposition sénégalaise ne peut plus faire de marche, de rassemblement, et quelquefois même tenir une conférence de presse à leur siège, systématiquement interdit ou réprimé. Et c'est aujourd'hui, en fait, la problématique qui est posée au Sénégal sur ces libertés, c'est la criminalisation du propos politique. Oui. C'est-à-dire, tout ce que je peux dire qui est contre Macky Sall ou son régime, si je suis au Sénégal, tombe sous le coup de la loi. Sous le coup de la loi, et je peux me retrouver en prison. Par contre, c'est peut-être caricatural, non? Ces partisans peuvent appeler. Il parlait de meurtre tout à l'heure. Un de leurs partisans, qui a été conseiller du président, a appelé à l'assassinat de Ousmane Sonko en direct à la télévision. Il n'a jamais été inquiété. Il n'a même jamais été convoqué. C'est qui? Suzanne Camara, il n'a été jamais conseiller du président. Il n'a été. Non, il faut de l'amalgame. D'accord. Mais vous reconnaissez qu'elle a tenu de tels propos, qu'elle a appelé à assassiner. Que j'ai condamné. Non, elle a été condamnée. Non. Non, mais j'ai condamné ces propos. Non, moi je ne parle pas de vous. Mais ce n'est pas une fois, Ben. Et le problème. Est-ce que cette dame qui a appelé. Pardon, ce monsieur qui a appelé au meurtre a été. Au moins même pas auditionné. Honnêtement, pas à ma connaissance. Mais moi, personnellement, je l'ai condamné. Et ce n'est pas une fois. Dans notre culture ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Le problème, Richard, auquel on est confronté, de leur camp, c'est qu'on a appelé une opposition. À assassiner avec une machette Doumbourousi. Si, il l'a dit. Si. Ah non. Doumbourousi. Pardon. Mais il est de votre camp. C'était un député de votre camp. J'aimerais appeler à tuer à la machette. Non, ça c'est des propos déplacés. Non, mais vous comprenez l'incompréhension? Vous comprenez? Non, ça quand même. Si on peut faire de simples déclarations, s'il vous plaît. Juste rajouter ça. Le syndicat de la magistrature, qui est d'habitude très discrète, qui ne dit rien, a sorti un communiqué le 13 octobre pour condamner les propos de l'agent judiciaire de l'État. C'est extrêmement rare que ça arrive au Sénégal. Qui a dit quoi? Le syndicat de la magistrature a appris avec stupéfaction le communiqué émanant de l'agent judiciaire de l'État suite à la décision rendue par le tribunal de Ziguinchor d'instance relative à la radiation d'un homme politique des listes électorales. L'UMS condamne vigoureusement les attaques contenues dans le dit communiqué et visant un juge qui a rendu une décision dans le sens qu'il croit conforme à la loi. Ça veut dire que ces gens-là, lorsque un juge décide d'être indépendant, mais c'est l'État qui lui tombe dessus. On a vu des décisions prises. Alors, il faut restituer quelque chose. Vous deux, vous êtes sénégalais. Oui. Je suis africain francophone. Est-ce que vous savez ce que représente le Sénégal en termes de modèle démocratique? Ce qu'a représenté le Sénégal en termes de modèle démocratique sur le continent? Comment expliquer ce genre de recul? Non, mais parce que le problème, c'est qu'on a, depuis quelque temps, avec surtout l'émergence ou bien l'avènement de l'ex-Pastef sur la scène politique sénégalaise, une autre façon de faire la politique. Là, il a donné des cas précis, des cas concrets de gens qui n'ont pas été interpellés. Oui, mais laissez-moi finir. Je dis... Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, c'était plus de la politique, mais ils ont appelé à un mortel combat.
Ça a été dit et redit dans plusieurs Mais vous ne répondez pas à la modèles. question. Non, si, je réponds. Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures au Sénégal d'aujourd'hui? C'est la question. Mais il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Le monsieur qui a appelé au meurtre sur la personne de Sonko, a-t-il été interpellé? Pas à ma connaissance. Ah, mais pourquoi? Je suis d'accord. Mais vous comprenez l'incompréhension. Bon, il y a peut-être. Parlons d'un cas concret. Parlons d'un cas concret. Oui. Madame Daba Diouf. Cette dame est la veuve de l'adjudant-chef Didier Badji. Disparue depuis des mois. Retrouvée. Alors, il faut, on en parle comme ça. Moi, j'en parle avec émotion. Un Sénégalais disparaît. Ils sont même 2. Pas un simple Sénégalais, Non, un gendarme. Un gendarme. Adjudant-chef est-il. Oui. Il disparaît. On ne sait plus où il est. Et on retrouve un corps en décomposition totale au large des côtes du Sénégal. Et la procédure dit, le pêcheur qui a vu le corps appelé la marine nationale. Au lieu de la gendarmerie ou de la police, comme par hasard. Bon. Et cette dame se bat aujourd'hui et ne sait pas ce qui est arrivé à son mari. Et l'État ne veut pas l'aider à savoir ce qui est arrivé à son mari. Il est sénégalais, au service du Sénégal. Il a servi le Sénégal. Vous comprenez la difficulté qu'il y a de plus en plus à comprendre. Et un deuxième gendarme, Fulbert Sambou, qui travaille aussi à la présidence, comme par hasard. Moi, je pense qu'il faut faire très attention sur ces dossiers. Ah oui, on fait Prudence, attention, oui. bien sûr. Oui. Et une veuve de qui prudence. demande à savoir ce qui est arrivé à son mari. Je vous fais là une confidence. Moi, personnellement, Oui. j'ai été approché. Peut-être que je suis membre du parti au pouvoir sur ce dossier. Oui. Sauf qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce qui est dit. Je ne vais pas m'épancher sur ce dossier, vous comprenez pour des raisons. Mais j'ai demandé tout simplement à ces personnes de demander à cette dame de se rapprocher des services de l'État et d'essayer de faire moins de communication parce que c'est des dossiers sensibles. Pourquoi c'est sensible? Pourquoi quand un gendarme disparaît, le chercher, le retrouver est une situation... Moi, sur cette question, j'ai les communiqués du procureur. Hein. Je peux vous les lire. Moi, j'ai lu, tu ne m'apprends rien via Aïdara. Mais expliquez-nous pourquoi c'est sensible. Mais c'est sensible. Parce que c'est ça qui nous permet de comprendre. Deux pourquoi c'est hauts sensible? Fonctionnaires de l'État qui disparaissent, des forces de sécurité. Et on ne sait pas où ils sont, on ne les retrouve pas. Pourquoi il y a des corps qui ont été... Les corps retrouvés. Oui. Alors, il y a eu un corps retrouvé. Un corps retrouvé. D'après le procureur. Oui. Le communiqué du procureur dit l'état de décomposition du corps ne permet pas de savoir de quoi il est mort. C'est exactement ça. Oui. Dans le même temps, le communiqué dit il a été identifié par sa famille. Ils ont appelé des membres de sa famille. Oui, les membres de sa famille. Alors, il y a contradiction. Si il est totalement décomposé, on ne sait pas qui c'est, comment sa famille a pu le reconnaître. Et on n'a pas de signe extérieur de violence. De violence. De violence. Maître, vous êtes avocat. Les cas comme ça qui relèvent de l'infraction pénale, c'est votre travail au quotidien. Comment traite-t-on, comment comprendre ce genre de dossier? En fait, moi, je pense que il faut quand même, en fait, procéder à une autopsie. C'est vrai que les corps, à un certain niveau, ça peut devenir difficile de savoir précisément de quoi il est mort. Mais normalement, des spécialistes qui s'occupent qui sont dans des instituts médicaux légaux, qui font de l'autopsie, peuvent savoir quelles ont été les causes de la survenance de la mort. C'est possible de le faire. Mais après, dans tous les cas, il faut mener une enquête, je dirais, impartiale, avec le souci de rétablir la vérité pour apaiser la famille. Ils ont refusé l'autopsie. Voilà, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de procéder à l'autopsie. Les services de l'État ont refusé l'autopsie. Voilà, parce que les services de l'État ne sont pas compétents pour dire que l'état de décomposition du corps ne permet pas. C'est à l'Institut médico-légal en charge de l'autopsie qui doit être au contact du corps et qui, après expertise, peut dire ce qu'ils ont pu constater ou ce qu'ils n'ont pas pu constater. Moi, je mettrais un bémol. Non, avant que vous ne mettiez votre bémol, vous soupçonniez quoi? Au fond, c'est vrai que c'est incompréhensible. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que ces personnes ont été au courant de certaines choses dont elles n'auraient pas dû être au courant, tout simplement. C'est-à-dire?
c'est une accusation gratuite. Oui, c'est une accusation gratuite, mais il y a tellement de nébuleuses sur cette histoire et sur d'autres. Mais c'est pas un moment donné. J'imagine que non, il n'y a pas de nébuleuse. J'imagine qu'ils sont pas. Je suis désolé. Deux gendarmes, l'un travaillant à la présidence IGE, l'autre travaillant pour les services de renseignement, pêcheurs tous les deux, comme par hasard, vont à la pêche, laissez-moi terminer, au même endroit, ils laissent leur portable, qu'on trouve comme par hasard, pour les identifier, pour savoir que c'est eux, et on retrouve un noyé quelques jours plus tard, parce que c'est le 22 novembre 2022 qu'on a le premier communiqué du procureur, et le 30 novembre 2022, on a le second communiqué du procureur qui nous apprend qu'un pêcheur aurait trouvé le corps de l'un des disparus, gendarmes, et que ce pêcheur, comme par hasard, il a les contacts de la Marine nationale, il ne contacte ni la gendarmerie ni la police, il contacte la Marine nationale, et c'est la Marine nationale ensuite qui contacte la section de recherche, qui prévient le procureur. Ils ont fait des constatations qui permettent de dire qu'il n'y a pas de contusion externe, qu'il n'y a pas de violence externe sur un corps qui a été décomposé. Oui, mais comment peuvent-ils aboutir à cette conclusion sans une autopsie? Non, moi, nous, on n'est pas dans le secret. Nous, on n'est pas dans le secret. Moi, je trouve ça bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Mais pardon, si je peux me permettre, c'est-à-dire que la seule manière d'éviter des rumeurs, tout simplement, d'éviter que les gens pensent ou aillent dans le sens d'une théorie éventuelle de complot, c'est de permettre à la justice de faire son travail comme il se doit. En fait, dans un État organisé, c'est comme ça qu'on procède. C'est-à-dire que quand il y a une situation, la justice fait son travail et ça permet d'avoir des réponses objectives. Et donc d'empêcher qu'il y ait des rumeurs ou éventuellement des théories de complot. Juste une précision. S'il vous plaît. Les gendarmes, c'est des militaires. Oui, un gendarme n'est pas des militaires. Oui, des militaires. Oui. Donc, il y a le règlement militaire. Qui dit quoi? Qui dit un certain nombre de choses. Comme quoi? Je sais, j'ai entendu dire, par exemple, le corps, tant que le gendarme, donc le militaire est en service, appartient à l'armée. Oui, mais à sa famille aussi. Mais principalement à l'armée, c'est quand on signe un engagement au niveau de l'armée. Oui. Oui, mais... Donc voilà. Donc, moi, je ne vais pas m'aventurer sur des choses que je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, vous nous reconnaissez le droit d'avoir... Non, moi, je ne suis pas... Monsieur Si, oui. Excusez-moi, on n'est pas ici pour parler de nos vies personnelles. Je suis fils de gendarme. Oui. D'accord. Lorsqu'un gendarme est en mission et est tué dans le cadre de cette mission, l'État a le droit, effectivement, de disposer du corps parce que c'est dans le cadre de ces... Là, c'est un gendarme pêcheur qui n'est pas en service, qui était à la pêche. Supposément, à la pêche. Puisque c'est ce que le... En tout cas, il n'était pas en service. C'est ce que le procureur dit. Mais ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le procureur. Moi, je ne vais pas me lancer dans un film. Bon. Je sais qu'il y a un règlement militaire qui encadre un certain nombre de choses. Maintenant, le 22 novembre, oui, mais en tout cas, dit. Monsieur Si, à supposer même qu'il soit en service et que le corps appartient à l'armée, ça n'exonère pas l'armée de communiquer sur la cause des morts et des procès. Non, mais monsieur Toc, permettez-moi juste de lire ce que dit très rapidement, et on marque une pour être très clair. Le procureur dit que selon les premiers éléments de l'enquête, la disparition des surnommés a été signalée dans la soirée du 19 novembre, déclenchant immédiatement des recherches. Des appareils. La géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel, où ont été retrouvés par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d'appât de crevettes ainsi que des chaussures appartenant aux surnommés. Comme par hasard, il n'y a pas de fringues, mais par contre, il y a des chaussures. Je parle d'habits. Oui. Il n'y a pas d'habits, mais il y a des chaussures. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.
RNCA, la nouvelle chaîne africaine.